Et salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Autiste et compagnie. Ça faisait assez longtemps que j'avais rien posté, j'espère que vous m'en voulez pas. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo témoignage. Je m'appelle Savannah, j'ai 32 ans et j'ai été diagnostiquée autiste à l'âge de 30 ans. En fait, depuis mon diagnostic, il y a eu pas mal de changements parce que j'ai appris que dans mon fonctionnement normal, en fait, j'avais pas qu'une seule neuroatypie, mais j'en avais plusieurs, puisque il se trouve que j'ai aussi un TDAH, donc un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Moi, mon fonctionnement normal, c'est celui-là. C'est un mélange d'ordre et de chaos, de routine et de désordre, d'imprévu et de planification au millimètre. C'est n'importe quoi. Peut-être que vous avez déjà vu cette blague circuler sur les réseaux sociaux. Donc c'est un autiste qui dit « Moi j'ai besoin de routine pour fonctionner » et un TDAH qui lui dit « Moi j'ai besoin de chaos pour fonctionner » et c'est un autiste TDAH qui dit « Ah quoi, mais vous pouvez fonctionner ?» Ouais, voilà. Et en fait, pendant assez longtemps, après avoir été diagnostiquée autiste, j'avais la persistance d'un sentiment d'imposture vraiment étouffant. Et je crois que je suis pas la seule, parce que sur les réseaux sociaux, dans les groupes de parole entre autistes, c'est quelque chose qui revient beaucoup. D'où vient ce sentiment d'imposture? Alors à mon avis, en ce qui me concerne moi, c'est multifactoriel. Il y a les conditions dans lesquelles j'ai passé les tests qui ont mis à jour mon autisme, d'une part. Il y a la réaction de mon entourage, d'autre part. Et puis, il y a le fait que j'ai pas eu connaissance immédiatement de mon TDAH pour finir. Donc, les conditions dans lesquelles j'ai passé les tests. Alors, en fait, j'ai été diagnostiquée autiste au CRA de Limoges. Donc, j'ai passé le test standard de la DOS. Mais j'ai pas eu de passation, enfin mes parents n'ont pas passé le questionnaire de l'ADIR. Pour tout un tas de raisons, ça n'a pas été possible. Et donc, voilà, déjà j'avais qu'une moitié de tests. Voilà, les 2 tests de base n'ont pas été faits, donc ça me maintenait quand même dans une posture de oui, mais l'ADOS à lui seul, et s'il était un faux positif en fait. Ensuite, quand je repensais à la passation de l'ADOS, j'avais en souvenir qu'il y avait des réponses que j'avais peut-être exagérées. Peut-être que j'en avais un peu rajouté sur certains trucs. Pas forcément volontairement, mais parce que c'est des choses sur lesquelles j'avais l'habitude qu'on me croit pas. Et donc, de tirer un petit peu le trait, de caricaturer un petit peu la chose pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire, par exemple. Et en y repensant, je me disais, mince, en fait, j'ai exagéré et c'est pour ça qu'ils m'ont diagnostiqué autiste, mais en fait, je suis pas autiste. À la fois, il y a des réponses que j'ai apportées qui venaient un peu exagérer mes traits autistiques, mais à la fois, en fait, si je faisais un bilan honnête de cette passation, il y avait aussi des réponses que j'avais apportées qui minimisaient vraiment mes traits autistiques. En faisant la balance entre ce que j'avais minimisé et ce que j'avais exagéré, l'un dans l'autre, ça s'équilibrait, quoi. Ça m'a permis vraiment de relativiser la dose et de me dire que voilà, le résultat du test était quand même pas irrecevable. Surtout que j'ai eu un score quand même très haut à la dose, donc il y avait quand même une marge d'erreur importante. En deuxième point, j'ai dit la réaction de l'entourage qui contribue au sentiment d'imposture. Je pense que vous êtes aussi nombreux à avoir vécu une expérience similaire à la mienne, c'est-à-dire des gens qui ont réfuté en bloc le diagnostic. Alors qu'il y ait des gens qui doutent d'un autodiagnostic, ça s'entend et ça se comprend. Par contre, quand on a un diagnostic officiel d'un centre expert qui est le centre de référence qui pose les diagnostics, là moi je comprends pas qu'on puisse continuer à réfuter ça. On m'a dit des choses comme que j'avais répondu aux médecins ce qu'ils voulaient entendre, que j'étais suffisamment intelligente pour leur faire croire ce que j'avais envie, par exemple. Et je trouve ça purement odieux, voire même malveillant en fait, de dire ça à quelqu'un. A fortiori, quand on reçoit un diagnostic d'autisme, ça signifie qu'on est quand même relativement vulnérable en fait. Même si vous pensez ce genre de choses, abstenez-vous de le dire purement et simplement. C'est arrivé à un point où tellement il y avait du déni en fait dans mon diagnostic, dans ma vie quotidienne, que ce soit de la part de proches, de la part de personnel de santé, ou même
dans le monde des travailleurs sociaux, ce genre de choses, que j'ai fini par scanner mon diagnostic pour l'avoir en permanence dans mon téléphone. Si bien que quand je tombais sur quelqu'un qui me disait « Ah non mais toi tu peux pas être autiste, c'est sûr », ben, je sortais mon téléphone et je disais « Bah tiens regarde, c'est marqué là ». Bizarrement, il y avait 2 types de réactions quand je sortais comme ça mon diagnostic à quelqu'un qui le réfutait en bloc alors qu'il y connaissait strictement rien. C'était soit ah non mais c'est bon, ça m'intéresse pas. Ok, donc la personne parle pour ne rien dire, son avis on s'en fout. Ou bien il y a eu des gens qui ont été interpellés et ont pris le temps de lire jusqu'au bout. Donc c'est quand même un compte-rendu qui fait, je sais plus, 10 ou 15 pages, quoi, hein, c'est pas juste une feuille, hein. Et qui, une fois qu'ils ont achevé la lecture de mon bilan, m'ont posé des questions, se sont intéressés, ont cherché si éventuellement des traits autistiques qui avaient été mis en avant dans mes bilans ne pouvaient pas être causés par d'autres choses. Et j'ai trouvé ça intéressant de la part de certaines personnes, notamment un jeune médecin qui était encore interne à l'époque, mais je crois qu'il est sur le point d'être maintenant médecin officiellement, et qui en a profité en fait pour quelque part se former un petit peu sur la question, parce que c'était un bon exemple de cas clinique que lui n'aurait pas vu en fait dans sa pratique. Donc ça, moi j'avais trouvé ça vraiment appréciable. Après, là où j'avais trouvé ça pas appréciable du tout, c'était de la part d'une personne de ma famille qui à chaque ligne m'expliquait que mes traits autistiques pouvaient s'expliquer par d'autres choses. Au bout d'un moment, je peux pas avoir 15 troubles différents qui expliquent toutes mes particularités de fonctionnement. C'est quand même plus logique que ce soit juste de l'autisme en fait. À savoir que depuis, cette personne m'a plus jamais adressé la parole. J'ai beau l'appeler, elle ne décroche pas son téléphone. Donc je pense qu'à un moment donné, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est que je le veuille ou non, beaucoup de gens ont arrêté de faire partie de mon entourage proche. Soit que moi je voulais plus leur parler, soit que c'est eux qui voulaient plus me parler. Et en fin de compte, ça m'a permis de, moi, me renforcer dans mon identité de personne autiste. J'avais plus en permanence des gens qui venaient contester en fait cette étiquette. Et donc ça m'a aidé à mieux l'accepter moi-même et à arrêter d'être en permanence en train de me remettre en question. Mince, et s'ils avaient raison, et qu'en fait j'avais inventé toute cette histoire. Non en fait. Ne plus les voir, ne plus leur parler, que je le veuille ou non, ça m'a aidé à arrêter de, sans arrêt, me remettre en question là-dessus. Et le dernier point, le TDAH. Ouais. Bah oui, parce que le TDAH, je vois ça un petit peu comme le contraire de l'autisme sur certaines choses. Autant il y a des aspects du TDAH qui ressemblent énormément à l'autisme, et autant il y en a qui sont vraiment opposés. Par exemple, les personnes autistes ont besoin de routines pour fonctionner et mettent en place un certain nombre de rituels et des répétitions dans leur comportement, etc. Alors qu'à l'inverse, les personnes avec un TDAH vont avoir besoin de changements assez réguliers, vont provoquer, initier ces changements, vont très vite se lasser quand il y a des routines, etc. Et donc on voit que c'est quand même, ça semble incompatible. Je sentais en moi cette lassitude face à certaines routines, voire cette incapacité structurelle à mettre en place des routines et à m'y tenir. Et je me disais, mais si je suis incapable de me tenir à mes routines, je peux pas être autiste en fait, puisque les autistes, ils peuvent pas fonctionner sans routine. Et en fait, il y a des jours où je suis beaucoup plus TDAH et il y a des jours où je suis beaucoup plus autiste. J'ai fini par me rendre compte que, certes, je tire plus vers le TDAH quand il s'agit d'observer des routines. Par contre, j'ai énormément de rituels. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je fais quelque chose, je le fais peut-être pas toujours au même moment, je le fais peut-être pas tous les jours, mais je le fais systématiquement de la même façon. Sinon, je le fais pas du tout. Exemple, je sais pas, prendre le petit déjeuner. Comment vous prenez votre petit déjeuner ? Donc moi, j'ai plusieurs routines différentes de petit déjeuner. Soit je vais me faire un milkshake à la banane, soit je vais me faire un bol de chocolat chaud avec des tartines. Mais quoi qu'il arrive, il va me falloir tous les ingrédients. Sinon, je mange pas du tout. Le rituel du chocolat chaud le matin, avec des tartines, c'est un rituel que j'ai mis en place quand j'étais enfant. Donc c'est quelque chose que j'ai continué de faire jusqu'à l'âge adulte et que je fais encore parfois aujourd'hui. Il me faut un bol de chocolat chaud, il me faut des tartines et il me faut un verre de jus de fruits. Si j'ai pas de tartines, si j'ai pas de chocolat chaud,
ou si j'ai pas de jus de fruits. S'il me manque un seul de ces 3 éléments, je ne peux pas prendre mon petit déjeuner. C'est impossible. Ça peut pas marcher. Et je vous assure que j'ai essayé de me faire violence et de manger mon bol de chocolat avec mes tartines alors que j'avais pas de jus de fruits. Et c'est impossible, ça ne peut pas rentrer, quoi. Et en fait, c'est hyper contraignant d'avoir ce type de rituel parce que y a des fois où je peux juste pas manger parce qu'il me manque un tout petit élément. Autre exemple, prendre ma douche. Voilà, le rituel, quand je prends ma douche, j'utilise pas de gel douche, j'utilise un gant de toilette. Et comme ça, j'ai pas besoin d'éteindre le robinet de la douche pour me savonner. En fait, je frotte tout mon corps avec le gant de toilette sous l'eau. Déjà, je supporte pas du tout le froid dans la douche quand on éteint l'eau pour se savonner. J'ai besoin d'avoir mon gant de toilette pour me laver, en fait. Si je suis invitée à dormir chez des amis et que j'ai oublié mon gant de toilette et que eux, ils ont pas de gant de toilette à me prêter, je peux pas me laver. Je peux pas me laver. Je pense que c'est comparable à si vous deviez prendre une douche et que vous aviez pas de gel douche. Vous trouveriez ça trop bizarre, un peu malaisant, mais quand même, vous passeriez un petit coup sous l'eau pour vous rincer quand même. Moi, je sais pas en fait. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Voilà. Des routines, pas beaucoup, mais du coup des rituels inflexibles énormément. Donc une fois que j'ai arrêté de tous les jours douter de mon diagnostic d'autisme, parce que je me suis approprié ce TDAH, parce que je me suis éloignée des personnes qui réfutaient mon diagnostic, parce que j'ai accepté qu'il y avait une marge d'erreur à laquelle on ne peut rien quand on passe les bilans. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien, je me sens soulagée, quoi. Et c'est là aussi où j'ai pu comprendre vraiment que j'avais mon fonctionnement à moi normal avec cette double neuroatypie et mon fonctionnement pathologique. Parce que je suis pas juste autiste et TDAH. La majorité des adultes qui ont un diagnostic tardif ont développé des co-occurrences ou des comorbidités qui peuvent être extrêmement invalidantes dans la vie quotidienne. Donc j'ai déjà témoigné de mon trouble de stress post-traumatique dans une précédente vidéo. Et pour cette vidéo-ci, je voulais mettre un petit peu plus l'accent sur mes troubles anxieux. Donc les troubles anxieux, c'est une catégorie de troubles de l'humeur à part entière, qu'on retrouve bien décrit en psychologie. Je vous mettrai en référence le lien vers l'INSERM qui explicite très bien tous les troubles anxieux qui existent. Moi, j'en ai eu 2 de diagnostiqués officiellement, un trouble anxieux généralisé d'une part, et de l'anxiété sociale d'autre part. Le fait d'avoir une anxiété généralisée, ça signifie que mon humeur de base, mon état émotionnel de base dans ma vie quotidienne, c'est d'être anxieuse. En fait, le trouble anxieux généralisé, pour en rire un petit peu, on peut dire que c'est vraiment le trouble des stressés de la vie, quoi. Un rien va me stresser, voire rien du tout va me stresser, et quand rien me stresse, je vais stresser parce que je me demande pourquoi je suis pas stressée. J'exagère pas beaucoup. Donc par exemple, j'ai peur d'être seule. Ça va mieux maintenant, mais disons que j'avais très peur d'être seule pendant très longtemps, et ça me mettait dans des angoisses terribles. Ça s'apparente à de l'anxiété de séparation, qui fait aussi partie des troubles anxieux, mais bon, passons. Et dans le même temps, j'ai peur d'être avec des gens, parce que j'ai une anxiété sociale terrible. Donc en même temps, j'ai peur d'être seule, en même temps, j'ai peur d'être avec des gens. Yes! Du coup, quoi qu'il arrive, j'ai peur en fait. L'anxiété sociale, c'est un trouble anxieux à part, parce que ça réunit pas mal de choses dans les interactions sociales et dans le rapport à l'autre aussi. Donc dans l'anxiété sociale, il y a la peur du jugement de l'autre. J'ai souvent peur effectivement du regard des autres, de ce que les gens peuvent penser de moi, de ce qu'ils peuvent dire de moi quand je suis pas là aussi. Et pour beaucoup de gens, en tout cas moi c'est mon cas, l'anxiété sociale elle vient du fait que j'ai été harcelée pendant ma scolarité dans le secondaire, notamment au collège. Et donc à cette époque-là, effectivement les effets de réputation, les commérages, etc. avaient une incidence réelle sur ma vie quotidienne et un impact énorme en fait sur ma qualité de vie quand j'étais au collège. Et donc à ce moment-là, c'était rationnel en fait, d'avoir peur du regard des autres, parce que je pouvais être moquée pour un oui ou pour un non, je pouvais être humiliée, je pouvais être même frappée. Et donc,
mon cerveau s'est mis à, dès qu'il y avait des gens, dès qu'il y avait des petits groupes, eh ben, il fallait être hyper vif, quoi. Et donc, j'ai développé une espèce de paranoïa de ce que les autres peuvent penser de moi. Le souci, c'est que quand je suis sortie de cette période de harcèlement, quand j'ai quitté le secondaire, etc., mon cerveau, lui, s'est pas remis à fonctionner normalement. Lui, il a continué à penser que groupe de gens égale danger pour sa survie, quoi. Et non, petit cerveau, tu te trompes. Donc, c'est tout l'intérêt pour moi de suivre une thérapie cognitive et comportementale avec une psy pour apprendre à déconstruire en fait ces schémas dysfonctionnels et à refonctionner le plus normalement possible, en tout cas aussi normal que puisse être une personne neuroatypique comme moi. Après, l'anxiété généralisée, c'est un peu le même principe si vous voulez, sauf que c'est général. Donc, quand j'étais enfant, en fait, j'ai vécu dans un environnement extrêmement instable, où il y avait beaucoup de problèmes, que ce soit avec ma famille, ou bien à l'école, ou bien... En fait, tous les aspects de ma vie généraient de l'anxiété chez moi, et étaient source d'instabilité énorme. Et on sait maintenant qu'une personne déjà qui vit de l'instabilité, c'est compliqué pour elle, mais une personne autiste qui vit dans de l'instabilité permanente, en fait, c'est ingérable. Et c'est aussi, je pense, pour ça que beaucoup d'autistes adultes ont développé un trouble anxieux généralisé en grandissant, en fait. Après, je veux pas non plus généraliser, moi, mon expérience personnelle. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous vous sentez concerné aussi par ce problème. Moi, quand j'étais enfant, j'avais très peur en voiture. J'étais parfois conduite par des gens qui avaient une manière de conduire très très dangereuse. Et donc maintenant, adulte, j'ai peur en voiture. Quand je prenais les transports en commun quand j'étais petite, c'est arrivé quelques fois. Je trouvais ça terrifiant parce que le bruit, parce que aucun repère, parce que pour peu que ce soit le RER ou le métro, c'était souvent dans l'obscurité, etc. Sensoriellement, c'est très oppressant et tout. Et donc, adulte, quand je me retrouve dans des transports en commun, notamment souterrains, j'ai encore cette sensation d'être oppressée de toutes parts qui m'agresse. Quand je vais marcher dans la rue, voilà, j'ai déjà été agressée dans la rue plusieurs fois quand j'étais enfant ou adolescente. Et donc maintenant, quand je vais sortir dans la rue et que quelqu'un vient me parler et que c'est pas prévu, en fait j'ai peur. C'est ma première réaction, c'est j'ai peur. Alors que il n'y a pas de raison en fait. Juste la personne, elle me demande où est le supermarché. Voilà. Et donc voilà, le trouble anxieux généralisé, c'est ça. C'est aussi avoir peur quand je suis seule chez moi parce que je sais que je suis capable de créer des accidents toute seule avec moi-même et ma maladresse. Potentiellement, c'est risqué. J'ai failli mettre le feu chez moi déjà 2 fois cette année. Yes. Il y a un peu il y a un côté rationnel au départ quand s'installe le trouble anxieux généralisé. Comme il y a ce côté rationnel au départ quand s'installe l'anxiété sociale. C'est que dans mon expérience de vie, il y a eu des choses qui m'ont fait gravement flipper et mon cerveau a généralisé ça à maintenant à tout jamais, tu risques d'être en danger. Mais non, pas du tout, petit cerveau, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Là encore, c'est la thérapie cognitive et comportementale qui va permettre de déconstruire ces schémas, de rationaliser pour se rendre compte qu'en fait, l'émotion anxieuse n'est pas rationnelle, n'a pas lieu d'être, est excessive. Et parfois, je sens mon corps qui est tout stressé, et c'est dur, et je tremble, et je transpire, et c'est compliqué, et j'essaye de rationaliser, de dire à mon cerveau, ok, là tu n'es pas en danger, tu as l'impression que c'est dangereux, mais en fait tout va bien, tu es en sécurité. Et c'est pas facile. Et c'est là où, voilà, rationaliser ses pensées, c'est important. Faire des exercices pour s'ancrer ici et maintenant, se rappeler qu'on est là. On n'est pas dans un passé lointain où on était en danger. On est aujourd'hui adulte, dans son corps d'adulte, et on maîtrise beaucoup mieux les choses, son environnement, les différentes situations. On comprend aussi beaucoup mieux l'espace social dans lequel on évolue. Et donc tout ça fait que finalement le monde est moins dangereux aujourd'hui qu'il ne pouvait le paraître quand on était enfant. Pour
guérir un trouble anxieux généralisé ou pour guérir de l'anxiété sociale. Donc c'est possible, ça c'est important de le dire, c'est possible, on peut en guérir. C'est pas simple. Je sais pas si c'est même pas encore plus difficile que de guérir d'une dépression. C'est kiff-kiff peut-être, je sais pas. J'ai déjà guéri d'une dépression. J'ai pas encore guéri de mon trouble anxieux, de mes troubles anxieux. J'imagine que ça dépend de la sévérité ou de la gravité de chaque cas. Entre une dépression sévère ou... Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Les thérapies recommandées, c'est les thérapies cognitives et comportementales, idéalement avec un thérapeute qui est aussi formé à vos neuroatypies. Donc moi, ma neuropsychologue, elle est spécialisée en TCC, mais elle est aussi formée à l'autisme. Et c'était hyper important qu'elle le soit. À l'autisme et au TDAH d'ailleurs. Parfois, je ne saurais pas vous dire à quelle régularité, mais il peut être nécessaire aussi d'être suivi par un psychiatre pour avoir une aide chimique, un traitement médicamenteux. Dans mon cas, pendant un certain nombre de mois, je ne saurais plus vous dire combien exactement, j'ai dû prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments, mais ça peut arriver de façon occasionnelle quand je sens qu'une crise est sur le point d'arriver, que je prenne des anxiolytiques pour m'aider à atténuer les symptômes de la crise, pour éviter qu'elle arrive et qu'elle me submerge, voire pour gérer la crise si elle est déjà là. Mais ça reste quelque chose de très ponctuel. Évidemment, on ne prend jamais de médicaments de ce genre si on n'a pas d'abord consulté un psychiatre qui nous l'a prescrit. Ce sont des médicaments qu'on ne peut prendre que sur ordonnance. L'automédication de ce type de traitement, c'est no way, il n'y a pas moyen, il faut surtout pas faire ça, ça peut être très dangereux. Voilà. J'espère que cette vidéo témoignage vous aura éclairé sur certains points, que ça vous aura appris des choses, que peut-être ça vous aura aidé. J'espère même peut-être vous avoir fait un petit peu sourire, parce que sincèrement, quand on est autant dans une tête compliquée, il vaut mieux en rire pour dédramatiser un peu le truc. À l'heure actuelle, je travaille sur plein de projets différents, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps pour faire des vidéos sur YouTube. Donc je travaille sur un podcast qui parle de santé mentale, qui est diffusé sur Radio Pays de Guéret 2 fois par mois, avec des copines qui sont aussi neuroatypiques. Je travaille aussi à l'écriture d'une biographie pour un jeune homme qui est autiste et TDAH aussi. Et bien sûr, je travaille aussi... J'ai fini d'écrire mon premier livre. Je devrais bientôt signer un contrat d'édition et j'espère que mon livre pourra sortir en librairie avant la fin de l'année. Sans oublier bien sûr que je suis maman. J'ai 2 enfants qui ont bientôt 4 ans et bientôt 6 ans et c'est un travail à temps plein. Et pour me détendre accessoirement, comme j'ai besoin de me vider la tête, je fais du dessin. Ah bah il y a un tableau là. Il y en a un autre plus petit derrière, multicolore, mais je pense pas qu'on le voit très bien. Si mes créations artistiques vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Autiste et compagnie. Et sinon, je crée du contenu sur la page Facebook Autiste et compagnie, essentiellement des mèmes pour rigoler un petit peu de notre calvaire quotidien, que ça ait à voir avec les troubles anxieux, avec l'autisme, avec le TDAH, avec tout ça à la fois. Voire même de temps en temps un petit peu d'humour sur ce que ça fait d'être un parent qui des fois pète un câble parce que mes 2 enfants sont autistes. Ça aurait été trop simple d'être juste maman autiste TDAH de 2 enfants tout à fait ordinaires. Non, non, non! Les 2 ont un diagnostic d'autisme parce que j'aime commencer la vie au niveau difficile, vous voyez, comme dans un jeu vidéo. En vrai, les jeux vidéo, je les commence toujours au niveau facile. Mais il me fallait du challenge, je crois. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et prenez soin de celle de votre entourage.